Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo sur une disparition très inquiétante qui est un peu plus médiatisée que les dernières vidéos sur les disparitions que je vous ai fait sur ma chaîne. Elle est un peu plus médiatisée grâce à l'émission Appel à témoins qui a eu sur M6 le 31 janvier 2022. Donc c'est une disparition qui concerne Léa Petitgas sur Nantes et ça fait un peu plus de 4 ans maintenant qu'elle a disparu. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un point sur toute l'enquête, la disparition, les pistes qui ont été envisagées et également quelques nouveaux éléments qui je pense sont intéressants à exploiter. On se retrouve juste après ça. Léa, c'est une jeune fille qui a 20 ans, qui est née en août 1997 et elle se caractérise par sa petite taille. Elle fait 1m47, ce qui est vrai que pour une jeune fille de 20 ans, c'est plutôt hors du commun. Elle a la peau claire, les cheveux bruns, longs, foncés. Elle est gentille, passionnée d'art. Vous allez voir, je vais plus en parler pendant ma vidéo. Elle est décrite par son père comme étant pas spécialement très mature, surtout pouvant faire confiance très facilement. Ça, c'est aussi ses amis qui le disent, elle peut faire confiance très facilement. Le papa de Léa Petitgas, petite jeune femme d'1m47, assez svelte. Quand on la voit, on pense que c'est une ado. C'est une jeune fille polie, souriante, pleine de vie, qui ne parle jamais de ses problèmes. Au niveau familial, ses parents, Léa, sont divorcés depuis son enfance. Son père a retrouvé une compagne qui s'entend très bien avec Léa. Sa mère, elle, de son côté, a retrouvé également un compagnon qui, lui, ne s'entend pas du tout avec Léa. Il y a eu beaucoup de prises de bec entre les deux. Léa a même parlé de violences verbales. Après, je sais pas s'il y a eu des violences autres que verbales. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a même porté plainte contre lui une fois. Donc voilà, l'entente était pas du tout bonne de ce côté. Elle a une petite sœur également avec qui elle s'entend très bien. Là, on se retrouve à l'année de sa disparition, donc en 2017. Elle venait en septembre d'arriver sur Nantes. Juste avant, elle habitait avec son conjoint, enfin son petit copain, sur Vannes. Et elle, je crois que c'est elle qui a pris la décision d'arrêter la relation. Et ensuite, elle a décidé de se rapprocher du coup de son père qui habite à Nantes, avec qui elle s'entend très bien. Sur Nantes, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va trouver un appartement plutôt bien placé au centre-ville, dans un immeuble de 3 étages, et elle est au 3e et dernier étage. Il est plutôt proche de toutes les commodités, il est proche des transports en commun, du coup c'est pas mal pour elle. Léa, dans son appartement, habite avec 2 chats à qui elle tient énormément, qu'elle a mis souvent sur son Instagram. Elle a également trouvé un job, c'est un job de service civique, généralement c'est un service qu'on rend en tant que citoyen, qui est un peu payé par le gouvernement, il me semble, mais vraiment c'est une compensation financière très moindre, enfin moindre, c'est plus pour aider les gens, les jeunes à rentrer un peu dans le monde du travail, si je me souviens bien. Et c'est vrai que c'est plutôt la rémunération d'un stage, quoi, aux environs de 500 €. Donc c'est très très peu pour vivre, c'est même pas assez en fait. C'était ça son gros souci à Léa, c'est que malheureusement elle avait des soucis d'argent. Elle ne pouvait pas déjà payer son appartement et tout ce qu'il faut, c'est-à-dire caution et les premiers lois de loyer généralement qu'il faut payer. C'est Christophe Petitgas, son père, qui s'en est occupé. Il est garant de son appartement et il lui a payé aussi ses premiers mois, donc à partir de septembre 2017 jusqu'en décembre 2017, ses premiers mois de loyer. Son service civique se fait à la maison de quartier de Helvec avec des enfants, des parents, ils font des activités, il y a même des cours d'anglais, des animations. C'est ce qu'elle faisait, qui se trouve à peu près à 40 minutes de son appartement en transport en commun. Elle a pas mal d'amis en général, elle s'entend très bien avec plusieurs personnes, des personnes qui n'ont aucune histoire généralement. Ils se retrouvent tous un peu avec une même passion qui est la passion du dessin. Et elle adorait tout ce qui était univers du Japon et elle adorait les mangas et donc elle dessinait énormément. Elle avait une tablette graphique et aussi un ordinateur. Bon, l'ordinateur, elle disait souvent que son ordinateur était très lent et qu'il était un peu pourri, mais elle avait également du coup une tablette graphique qu'elle utilisait vraiment tout le temps parce qu'elle dessinait vraiment beaucoup. Elle était très très présente sur les réseaux sociaux avec plusieurs pseudonymes sur plusieurs comptes différents de plusieurs réseaux sociaux. On l'a sur Twitter, on l'a
sur Instagram avec plusieurs comptes différents, un compte de dessin, son compte un peu plus personnel, des blogs, Tumblr, des blogs spécifiques au dessin également, sur Facebook évidemment. Elle est vraiment présente sur tous les réseaux sociaux. Et ce qu'on sait à travers ces échanges et à travers tous ces blogs, c'est que elle, son but, c'est de réussir à vivre de sa passion qui est le dessin, à même créer une bande dessinée. Elle était en discussion avec plusieurs personnes qui justement étaient dans la même branche qu'elle et adoraient les mêmes choses. Elle avait un style particulier de dessin et d'ailleurs elle avait un personnage, je pense qui était un peu son personnage phare, qui était surnommé Luna. En même temps, c'était aussi le pseudonyme de plusieurs de ses comptes sur les réseaux sociaux. Ce personnage, toujours avec des cheveux bleus, dans sa description, je pense que ça pouvait correspondre à sa personnalité. Je pense que c'était elle, mais en dessin finalement, parce qu'elle mettait sa taille, elle mettait son âge en dessous ce dessin et ça correspondait à Léa. Donc je pense que à travers ce dessin, elle se voyait elle et elle voulait que ce soit peut-être le caractère, le personnage principal de ses dessins ou peut-être de sa prochaine bande dessinée. Bon, en attendant, vu qu'elle pouvait pas vivre de sa passion, clairement, elle est jeune, elle avait son service civique, mais malheureusement, elle avait pas beaucoup d'argent. Apparemment, au moment de sa disparition, sur ses comptes bancaires, elle avait plus que 6 € sur son compte courant. Donc c'est clair qu'avec 6 €, on va pas bien loin. Elle avait besoin d'un complément de revenu et elle avait trouvé un travail de babysitter pour arrondir un peu ses fins de mois assez difficiles. Et d'ailleurs, à cause de ses soucis d'argent, la dernière discussion qu'elle a eue avec son père au téléphone, c'était une discussion où il lui remontait un peu les bretelles parce que c'était par rapport à ses soucis d'argent. Je pense qu'il lui disait clairement que voilà, il fallait qu'elle arrive à s'en sortir parce qu'à un moment, il ne pouvait pas tout payer non plus et qu'il fallait qu'elle arrive à vivre par elle-même si elle avait son propre appartement, tout ça. C'est le dernier échange qu'il a eu avec sa fille et aujourd'hui il s'en veut un peu parce qu'effectivement, bon, c'est pas l'échange le plus amical ou le plus sympathique qu'on peut avoir entre un père et une fille, mais enfin c'est un échange à mon avis tout à fait normal qu'on peut avoir. Clairement, c'est pas parce que avant la disparition, son père lui a fait des remontrances sur ses problèmes d'argent qu'elle avait depuis un moment que c'est un mauvais père, loin de là. Donc là, on arrive à la veille de la disparition de Léa. On est en décembre 2017 et plus précisément le mercredi 13 décembre 2017 au soir. Léa, elle est tranquillement dans son appartement et un de ses amis, très bons amis, qui vient lui rendre visite. Ils passent une soirée tous les deux, tranquillement, et en fait, ils dessinent ensemble. Et lui, il va partir vers 23h30. Léa lui dit qu'elle va aller se coucher assez directement dès qu'il va partir parce que le lendemain, elle part travailler assez tôt. Effectivement, le lendemain, elle avait prévu de partir un peu plus tôt au travail, c'est-à-dire arriver à 9h. Donc, elle avait décalé d'1 heure pour pouvoir partir plus tôt le soir pour commencer une mission de babysitting qu'elle avait le soir même. Là, on arrive au jeudi 14 décembre 2017, jour de la disparition de Léa. Il est prévu qu'elle arrive à son travail à 9h le matin, donc à son service civique, et finalement, elle ne va jamais arriver. Et plus personne ne va avoir de nouvelles ou ne va la revoir à partir de ce moment-là. La dernière personne qu'on sait qu'elle a vue, c'est son amie avec qui elle a passé la soirée la veille de sa disparition. Alors là, j'ai deux versions différentes. Il y a une version qui a été dite jusqu'au 31 janvier, qui est la même dans la manière dont on a découvert Léa, et une autre version qui a été dite pendant l'émission d'appel à témoins. Donc je vais vous dire les deux versions. En soi, ça change pas l'histoire, mais je sais pas trop laquelle est la vraie. Donc il y a la première version qui est qu'en fait, il y a une amie à elle qui devait passer la soirée avec elle 2 jours après sa disparition. Elle n'a eu aucune nouvelle, alors pourtant elle se voyait souvent et puis ils s'envoyaient souvent des messages. Elle a essayé de la contacter, elle n'avait pas eu de nouvelles. Et donc elle est allée à son appartement, apparemment elle avait un double des clés. Derrière la porte de son appartement, elle entendait les chats miauler. Donc quand elle a ouvert, il n'y avait pas de traces de Léa, il y avait seulement ces 2 chats qui miaulaient parce qu'ils avaient faim. Et à partir de ce moment-là, donc le dimanche, 2 jours après sa disparition, elle va directement déclarer la disparition inquiétante de son amie. Apparemment, elle se fait même passer pour sa cousine auprès des policiers pour que la disparition soit peut-être prise un peu plus au sérieux. Si c'est une personne de la famille, ça va peut-être être pris plus au sérieux que si c'est une, entre guillemets, simple amie qui vient parler de la disparition de son amie. Donc comme je vous ai dit, il y a une deuxième version. La version, c'est qu'il y a des amis à elle qui s'inquiétaient de ne plus avoir de nouvelles, donc qui sont allés toquer chez elle le lendemain de sa disparition, donc le vendredi 15, qu'elle n'a pas répondu, qu'ils ont appelé les pompiers, que les pompiers ont forcé la porte et que finalement, ils n'ont trouvé aucune trace, à part les 2 chats, de Léa. Pendant le week-end qui suit la disparition de Léa, son père et sa belle-mère sont en week-end en Bretagne. Ils essayent de la contacter et ils vont pas avoir de nouvelles d'elle. Par contre, le lendemain, donc on est le 18 décembre 2017, le lundi, il y a la police qui va appeler le père en disant que sa fille a disparu. Et directement, lui, il va aller sur place dans l'appartement
Et il va voir que sa disparition a été très vite prise au sérieux parce que directement, il retrouve sur place la police scientifique, donc habillée tout en blanc, en train de faire des analyses et des prélèvements. Dans ce cadre, on a de la chance parce que vous pouvez voir sur toutes mes dernières vidéos, dont celles où on n'a pas beaucoup d'informations, la plupart du temps, les disparitions sont peut-être prises au sérieux, inquiétantes sur le papier, mais finalement derrière, il n'y a aucune investigation. Là, les choses ont été très rapides, peut-être parce qu'on parle d'une personne jeune, peut-être que c'est ça qui a fait que les choses ont bougé, mais en tout cas, tant mieux pour la famille et pour cette disparition et pour Léa, les choses ont été très vite prises au sérieux. Et les recherches ont du coup très vite commencé. Donc directement, on va regarder les éléments dans l'appartement. On va voir s'il manque des choses, des grandes quantités d'affaires. Il n'y a rien à signaler, c'est-à-dire qu'elle a quitté son appartement comme si vous et moi, on quittait un appartement pour aller à son travail le matin. Donc il y a des habits d'une journée qui sont disparus, que je vous mets ici dans la description. Également un bonnet qui ne sont pas retrouvés. On s'imagine qu'elle a mis son bonnet ce matin-là, surtout qu'on était en décembre, donc ça reste logique. Il y a ses écouteurs qui ne sont pas retrouvés, son ordinateur également, son téléphone portable et puis ses papiers. Mais par contre, sur place, on retrouve évidemment ses 2 chats, mais également sa tablette graphique dont je vous ai dit qu'elle ne se séparait jamais. Sauf pour aller au travail, mais vous avez compris, c'est vraiment un élément très important dans sa vie. Donc il y a une enquête de voisinage qui est faite. Les voisins, on leur demande est-ce que vous avez entendu quelque chose qui s'est passé la veille, qu'est-ce qui s'est passé entre 23h30, donc le moment où son amie part de chez elle, et 8h15, le moment où elle part. Pourquoi je dis 8h15 ? Parce qu'à 8h15, son téléphone accroche une borne téléphonique autour de chez elle. Donc on s'imagine qu'à ce moment-là, elle était en train de partir pour aller au travail. Elle n'était plus dans son appartement. Au niveau des témoignages, il n'y a personne qui a rien vu, personne qui n'a rien entendu. Pourtant, c'est un immeuble où il y a quand même un peu du vis-à-vis. On peut entendre s'il se passe quelque chose. En tout cas, il n'y a rien qui a été entendu. Évidemment, l'ami a été entendu également, mais très vite a été disculpé de toute implication dans sa disparition, en tout cas ce soir-là. Par rapport au bornage, donc je vous ai dit, son téléphone a premièrement borné à 8h15 dans la zone autour de chez elle. Ensuite, plusieurs fois, il a reborné, mais toujours aux alentours dans son quartier. Par contre, la dernière fois qu'il a borné, c'est à 10h30 dans un quartier. C'est un peu inquiétant, à vrai dire. Pourquoi ? Parce que c'est dans un quartier qui est ni proche de l'appartement de Léa et ni proche de son travail. Donc j'ai pas les coordonnées exactes, elles n'ont pas été divulguées, mais en tout cas, c'est vrai que c'est très étrange. Ce bornage correspond à un appel sortant, donc un appel depuis le portable de Léa sur Internet, donc peut-être sur une application, peut-être Messenger, WhatsApp, quoi que ce soit. Alors qu'est-ce que ça pourrait être ? Est-ce que quelqu'un aurait piqué le portable de Léa ? Est-ce qu'elle se le serait fait voler ? Est-ce qu'elle devait rejoindre quelqu'un là-bas ? On ne sait pas. Ou est-ce que Léa a été embarquée en sortant de chez elle par là-bas ? C'est une piste qui est quand même assez forte et qui doit être privilégiée, je pense. Malheureusement, on peut se dire, si finalement elle a pris le bus parce qu'elle est censée prendre un bus en partant de chez elle, entre 8h15 et 9h10, on se dit c'est le bus 23. L'appel à témoins s'est fait justement si ce jour-là vous vous rappelez avoir pris le bus 23, est-ce que vous vous souvenez avoir vu Léa ? Mais généralement les gens le matin, on va pas se mentir, on n'est pas très réveillés, on regarde pas spécialement les gens qui y a autour de nous. En plus de ça, il y a des caméras dans les bus, on ne peut pas exploiter les caméras parce que malheureusement, ce type de caméra, au bout de 72 heures, les enregistrements sont effacés parce que s'il n'y a pas eu d'événement qui arrive dans un moyen de transport, on efface les enregistrements et il y a d'autres enregistrements qui se font dessus. Donc on ne sait pas si elle a pris ce bus ou pas, mais ça paraît un peu bizarre qu'il se soit passé en tout cas quelque chose à ce niveau-là, donc dans la zone de transport, parce que c'est une zone qui est ultra fréquentée à Nantes pour y avoir été plusieurs fois. C'est vrai que même le matin, limite on trouve pas de place dans les transports, un peu comme dans toutes les grandes villes. Et donc malheureusement, les années vont passer, il y a plusieurs avis de disparition qui vont paraître, le père ne lâche rien et veut jamais que sa fille tombe dans l'oubli, mais rien ne va se passer. Pourtant, on va au fur et à mesure avoir des témoignages et peut-être des pistes qui pourraient être exploitées, mais aujourd'hui, aucune des pistes dont je vais vous parler dans ma vidéo ne peut être complètement fermée, ce qui laisse encore le champ à toutes les possibilités possibles et imaginables que vous pouvez penser dans ce type de disparition. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous, à dire si vous avez déjà entendu de cette disparition ou même si vous la découvrez, ce que vous pensez être possible.
Là, je vais vous parler des théories qui sont énoncées et notamment des éléments que j'ai pu moi-même retrouver directement à travers les réseaux sociaux. Donc évidemment, la première piste tout de suite qui a été envisagée, c'est son amie qu'elle a vue la veille le soir, qui est partie à 23h30 de chez elle, la veille de sa disparition. Évidemment, il a été interrogé et apparemment, au vu des éléments qu'ils avaient et des données téléphoniques de lui, de Léa, on voit qu'il a effectivement bien quitté les lieux vers 23h30, qu'il était bien chez lui et que en tout cas le portable de Léa va continuer à être actif dans cette zone le soir après le départ du jeune homme, même le lendemain comme je vous ai dit à 8h15. Et apparemment avec tous ces éléments, cette piste a été par contre clôturée. Il n'y a pas de possibilité apparemment que lui soit impliqué dans la disparition de son ami. Évidemment, on pense de suite à une fugue disparition volontaire. C'est une piste qui est pas mal privilégiée par les enquêteurs. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a un élément qui est quand même assez important. Par rapport à moi, ce que je peux voir, et aussi je suis d'accord avec la famille, c'est pas la piste que moi je privilégierais, mais il y a quand même des éléments qui pourraient faire en sorte que cette piste soit possible. Bon, déjà, elle a ce problème d'argent et elle s'était un peu engueulée avec son père pas longtemps avant sa disparition. Donc on peut se dire qu'elle était un peu énervée, qu'elle avait envie de changer d'air, qu'elle en avait marre et qu'elle voulait partir, du coup changer de vie. Elle a totalement le droit. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, elle n'était pas mineure, elle était majeure. Et donc une personne majeure, donc de 20 ans, a le droit de disparaître sans donner aucune information à personne. Sachant que Léa est anglophone, on pense peut-être qu'elle est partie dans un pays anglophone et notamment on pense à l'Angleterre. C'est fou parce que dans les derniers éléments qui ont été montrés, on a vu que l'adresse IP de Léa avait été utilisée en Angleterre. Et évidemment, les enquêteurs se sont penchés sur cette piste parce qu'après la disparition, évidemment, ils se sont penchés sur cette piste. Apparemment, ils n'ont rien trouvé, mais ils se disent que ça peut être quelqu'un qui a hacké son adresse IP. Je trouve que c'est quand même une sacrée coïncidence que ce soit justement depuis l'Angleterre. En tout cas, j'imagine que les enquêteurs, vu qu'ils sont au courant de cette piste, font le nécessaire ou ont fait le nécessaire parce qu'ils sont très impliqués en tout cas dans les recherches de Léa. Il y a également une piste très importante qui est la piste du chauffeur de camion qui aurait été interpellé par une jeune fille nantaise qui disait qu'elle était partie de Nantes et qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent et elle voulait qu'il l'emmène à un endroit précis. Et ça, c'était un chauffeur de camion qui était à Paris et plus précisément au niveau de la porte d'Aubervilliers. Donc ça, c'était en janvier 2018, à peu près un mois après la disparition de Léa. Et simplement, il l'aurait vu s'approcher de la cabine où lui, il était dans la cabine à ce moment-là. Et elle a toqué, elle lui a demandé « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'accompagner ou m'aider à atteindre cet endroit ?» Elle lui a expliqué d'où elle venait, que c'était une jeune Nantaise, qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent. Lui se rappelait qu'en plus, elle était assez petite. Mais lui n'a pas voulu répondre à sa demande. Puis finalement, il voit que la fille, elle est autour de son camion et il la voit monter derrière un scooter après une petite discussion qu'elle a eue avec. Intelligemment, il a noté la plaque d'immatriculation du scooter en se disant que c'était quand même assez étrange, cette jeune fille qui se baladait et que ça pouvait lui servir. Lui, ce qu'il a vu, c'est que le scooter se dirigeait vers la banlieue et quand il a entendu parler de la disparition de Léa, il est allé faire son témoignage à la police en disant qu'il avait malheureusement perdu ce petit papier où il avait noté la plaque d'immatriculation parce qu'il avait fait un grand rangement dans sa cabine. Ça, c'est vraiment pas de chance parce que c'est un indice très important qui aurait pu ouvrir une porte, juste valider cette porte ou même juste la fermer, mais en tout cas faire avancer l'enquête. Mais du coup, ce qu'on peut se dire, c'est peut-être que finalement, elle était un peu inconsciente, que cette personne sur le scooter, c'était une personne avec des mauvaises intentions et que du coup, la piste de la fugue se transforme en piste criminelle. Il y avait des caméras autour, évidemment, et les caméras, comme vous le savez, je vous l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos déjà, malheureusement, au bout d'un mois, les enregistrements s'effacent et sont remplacés par de nouveaux enregistrements. Et là, déjà que ça s'est passé un mois après, le temps que ce témoignage soit vérifié, tout ça, il n'y avait plus d'enregistrement disponible pour la date où ça s'est passé. Puis finalement, le chauffeur de poids lourd dit, lui, quand on lui annonce la taille de Léa, il lui dit « Ah non, moi, je me rappelle pas qu'elle était aussi petite. Pour moi, elle devait faire aux alentours d'1m70. » Ce qui, pour moi, n'est vraiment pas petit. Mais au final, ce que disaient les gens dans l'émission Appel à témoins, c'était possible qu'il avait mal évalué, vu que lui, il était en hauteur par rapport à elle, qu'il était dans sa cabine de camion. Il l'a vu en contre-plongée et que c'était possible qu'il avait mal évalué la taille. Après, quand même, une personne de 1m47 et une personne de 1m70, il y a énormément de différence.
Moi, je sais pas, je pense que s'il a dit que pour lui, il avait mal évalué, il l'aurait dit si elle avait la taille d'un enfant. Donc je pense que c'est possible que ce ne soit pas elle, mais c'est une bonne piste à envisager, c'est sûr. Alors de mon côté, j'ai regardé un petit peu ce qui se disait sur Twitter, j'ai trouvé des informations super intéressantes. Il y a une personne qui avait fouillé dans tous ses réseaux sociaux, je suis rentrée en contact avec elle et elle m'a montré tous les différents comptes de tous les réseaux sociaux qui correspondaient à Léa. Il y a des choses super intéressantes qui en sont sorties, il y a des choses aussi que du coup derrière j'ai investigué et finalement je me suis rendu compte que il y avait des explications logiques à ça. La plupart de tous les comptes de Léa, que ce soit sur ses blogs, sur ses comptes Facebook ou sur ses comptes Instagram, sont inactifs tous après la disparition. On n'a plus d'informations, il n'y a plus rien qui a été posté. Léa, généralement, soit se faisait appeler par son prénom et un nom derrière japonais, ou soit se faisait complètement appeler par un nom d'emprunt. Par exemple, elle se faisait appeler comme son nom de son caractère de bande dessinée, Luna. Il y a plusieurs comptes assez connus qui ont été aussi partagés par Christophe Petitgat, donc son père, sur Twitter. Il y avait un compte qui m'avait interpellée. Elle avait un compte de dessin spécifique Instagram. J'ai retapé bêtement en barre de recherche le même nom de ce compte et j'ai trouvé un compte avec juste un 1 derrière qui avait exactement le même nom de compte Instagram et qui également était fan de dessin. Elle postait que des dessins. Il y a plein de gens qui, après avoir connu cette affaire ou quoi, se sont penchés sur les réseaux sociaux. J'ai vu d'ailleurs que moi ça m'a fait interpeller parce que c'était une personne qui reprenait exactement le même pseudo qui ne veut rien dire finalement dans le monde du dessin, qui postait des photos un peu du même style mais pas trop non plus des dessins qu'elle faisait. Et il y a déjà des personnes qui lui ont posé la question. Elle a répondu, la personne qui tenait le compte, que elle ne savait pas du tout de quoi elle parlait. Donc je vous le mets ici. Et par contre, moi je me suis dit en fait que de toute façon ce serait un peu bête. Si Léa avait eu l'intention de ne plus donner de nouvelles et de changer de vie, elle n'aurait certainement pas réutilisé le même nom pour un compte Instagram et ça peut être simplement une coïncidence. Il y avait également une piste ultra intéressante qui est sur un compte Pinterest. Le compte s'appelle Léa Petitgat et c'est ce qui m'a interpellée, je vous dirai pourquoi. En tout cas, le compte Pinterest, moi j'ai un compte mais je l'utilise pas, c'est tout simplement pour se donner des idées et pour épingler des photos qui nous intéressent et qu'on a envie de revoir plus tard. Par exemple, je sais pas moi, on veut changer la déco de notre appartement, on va mettre tout ce qui nous intéresse dans un petit dossier et on épingle les photos qui nous intéressent pour nous donner des idées. Et sur ce compte Léa Petitgat, il y a plein de choses épinglées. Les dernières datent de 9 semaines, mais toutes les choses épinglées datent d'après sa disparition. Dans ces personnes qui sont abonnées, il y en a très peu. Il y a par exemple Christophe Petitgat. Alors ce que je me suis dit c'est quand même bizarre parce que comme je vous disais, tous ces comptes c'était des comptes qui n'avaient pas du tout son nom et son prénom. C'était toujours des comptes où elle utilisait des pseudos, où elle utilisait peut-être même juste que son prénom et un autre nom de famille. Donc je trouverais ça bizarre qu'après cette disparition, qu'elle soit volontaire entre guillemets, elle utilise finalement son prénom et son nom de famille alors que, en toute logique, si elle est en fugue, elle veut disparaître complètement. Je pense que moi, c'est peut-être juste quelqu'un qui a le même nom et prénom, ou soit c'est quelqu'un qui a vu cette disparition et qui est un peu tourmenté, on va dire, et qui a voulu utiliser son nom et son prénom. Ce qui m'interpellait, moi, c'est que dans toutes ces choses épinglées, c'était des choses qui pouvaient ressembler à Léa. Il y avait des choses sur les animaux, il y avait surtout des choses sur des dessins, des bandes dessinées. Les dernières épingles, c'est là-dessus d'ailleurs. C'est vrai que c'est très très bizarre. Et le fait que Christophe Petitgat soit dans ses amis, je pense que lui s'est abonné à elle, et c'est son seul abonnement. Je pense qu'il a fait comme nous, qu'il a fait pas mal de recherches et qu'il est tombé sur ce compte Pinterest, et que il a ouvert simplement son compte Pinterest pour pouvoir communiquer avec la personne qui tenait ce compte. Je m'en suis rendu compte parce qu'il a simplement un abonnement et c'est ce compte-là. Et je pense qu'effectivement, c'est déjà une piste qui a été envisagée et qui, à mon avis, n'a rien donné. Mais pour moi, le plus intéressant, c'est ce que cette fille avec qui je discutais sur Twitter a trouvé. C'est la piste du trouble psychologique qui n'était peut-être pas connu de sa famille. Alors, tout simplement parce qu'on a trouvé un blog sur Tumblr, mais qui n'était pas directement accessible via Google. Il fallait qu'on aille sur une publication qu'elle avait likée avec son pseudo. Et quand on allait dans les likes, là, on pouvait accéder en cliquant à son blog, mais sinon, on ne pouvait pas y accéder de manière normale quand on tapait sur Google. Donc, c'est super intéressant. Là-dessus, elle avait plein de publications, on va dire, normales sur ses dessins, sur sa vie. Et puis, elle se plaignait beaucoup qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent.
que son ordinateur buguait souvent, tout ça. Et elle a surtout fait un concours de dessin concernant l'autophobie, donc je vous mets la définition ici, qui est un peu la peur de l'abandon. Elle parlait du fait qu'elle pensait avoir ce trouble psychologique. Donc je vous mets les publications ici. Toutes ces informations que la fille a trouvées, elle a communiqué au père de Léa et également à l'adresse qui avait été donnée par l'émission Appel à témoins. Donc j'imagine qu'ils vont travailler dessus s'ils ont reçu ces informations. Je me disais que du coup, si elle avait un trouble psychologique, il y a des choses qu'on ne connaissait pas sur elle, clairement. Mais du coup, ça ne corroborerait pas avec la fugue, cette maladie mentale qui est justement la peur de l'abandon. C'est juste mon analyse, mais je trouve qu'il y a des choses à creuser, en tout cas au niveau des réseaux sociaux. Nous, à notre simple niveau, on a trouvé des choses intéressantes, donc j'imagine qu'il y a quand même des choses à creuser, des discussions à retrouver, peut-être qu'elle a eu sur d'autres blogs, avec d'autres pseudos, ça pourrait être vraiment intéressant. En tout cas, ça c'est la piste, les éléments qui pourraient indiquer la piste de la fugue. Mais ses proches ne croient pas du tout à cette piste, tout simplement parce qu'elle était proche d'eux. Vous, votre intime conviction, je vais vous poser la même question. Votre intime conviction, c'est quoi, vous, Amélie? Qu'elle s'est fait enlever. Vous pensez qu'elle a fait une mauvaise rencontre? Oui, je pense. Puis ma sœur était très petite de taille, très jolie fille. C'est assez naïve. Pour vous, pensez que c'est pas une disparition volontaire? On fait beaucoup d'émissions là-dessus. Non, pour vous, c'est pas possible. Qu'elle n'aurait jamais laissé ses chats tout seuls mourir de faim comme ça parce qu'elle les aimait trop. Surtout que c'était une personne qui était quand même pleine de joie, pleine de vie. Il serait jamais partie sans sa tablette graphique. Elle n'a pas d'argent. Comme je vous disais, elle avait 6 € à peu près sur son compte. Il faut quand même un minimum d'argent ou voilà, de choses pour partir. Après, elle a pu très bien rejoindre quelqu'un et partir avec cette personne, ça c'est sûr. Mais effectivement, moi je suis plutôt de leur avis. Je suis pas trop pour la piste de la fugue. Et il y a la piste évidemment du coup criminelle qui a été envisagée et qui reste encore possible aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Notamment, en fait, ce qu'ils disent souvent les enquêteurs, surtout ceux qui la connaissaient, c'est qu'elle faisait très petite, pas du tout son âge, et qu'elle pouvait peut-être attirer des gens avec des déviances sexuelles du style tout ça, ou même juste pervers sexuel, mais elle faisait assez jeune, petite de taille, donc elle pouvait faire encore enfant. Et il y a une piste qui est vraiment horrible, qui a été envisagée et qui est encore possible aujourd'hui, c'est la piste du au carton François Vergniaud, qui avait à Nantes été déjà accusé de plusieurs sur des adolescentes. Donc lui, il était sorti de prison en 2016 et en 2020, il a tué une adolescente de 15 ans dans la région de Nantes, à 4 km du domicile de Léa. Et donc la piste du prédateur sexuel est évidemment envisagée, sachant que lui, il fait partie, ce François Vergniaud, d'une liste d'une centaine de personnes qui sont fichées comme délinquants sexuels dans un rayon de 1 km de là où elle habitait. Alors je fais une pause, c'est ultra choquant, enfin je sais pas, autour de chez elle, dans un rayon de 1 km, il y avait une centaine de délinquants sexuels. Ça fait vraiment peur parce que je me dis, moi, autour de chez moi, donc, sachant que j'habite dans une grande ville, je me dis, mais combien j'ai de personnes qui sont délinquants sexuels et que je croise tous les jours. Bref, je trouve ça ultra choquant, je me demande ce qu'ils font là, et donc lui, il faisait partie de ces personnes-là, donc de ces dossiers qui sont évalués dans cette possible piste du délinquant sexuel. Il y a également la piste du beau-père, évidemment, comme on sait qu'il ne s'entendait pas avec Léa et il y avait eu des faits de violence. Ah oui, et du coup, je vous avais dit tout à l'heure que pas physique, mais il y a eu quand même des violences physiques parce qu'il lui a tiré les cheveux, ce qui n'est quand même pas rien. Mais apparemment, la piste a été explorée et bien explorée et exclue. Apparemment, lui, il avait un argument en béton armé, donc ça ne pouvait pas être lui. Puis ça aurait été un peu bizarre. Ça aurait voulu dire qu'il connaissait son emploi du temps, sachant qu'elle avait demandé ce jour-là spécifiquement de changer d'emploi du temps. C'est bizarre. De toute façon, il avait un alibi, donc c'est pas lui. Il y avait aussi la piste criminelle au travail, parce que je me dis, ça se trouve, c'est quelqu'un qui connaissait très bien son emploi du temps, et peut-être le fait justement qu'elle ait changé spécifiquement ce jour-là d'une heure en avance. C'est possible. Je sais pas si la piste a été explorée, je pense que oui, évidemment, si je me suis posé la question, les enquêteurs ont dû se poser la question, mais ça pourrait être envisageable. Ensuite, on a eu des petites informations du style, il y a un homme qui habite sur une péniche qui a dit avoir vu un homme jeter un corps dans l'eau, donc au niveau de l'Èdre. Les enquêteurs ont fait des investigations puis n'ont rien retrouvé sur cette piste. Et pour le père, lui, ce qu'il dit, à son avis, quelqu'un est venu la chercher en bas de chez elle, peut-être l'a emmenée au niveau du quartier où ils ont retrouvé, vous savez, le bornage du téléphone, et soit elle est séquestrée, soit voilà, elle s'est fait tuer, elle s'est fait agresser. On ne sait pas, mais pour lui, aujourd'hui, il pense que Léa n'est plus en vie parce qu'elle aurait sûrement vu ses appels à l'aide et sa souffrance à travers les réseaux, les médias, et elle lui aurait donné signe de vie, ou au moins donné signe de vie aux enquêteurs pour dire qu'elle était en vie, mais qu'il fallait la laisser tranquille. Ce qui est totalement possible, elle pourrait très bien juste dire « je suis en vie, vous pouvez le dire à ma famille, mais je n'ai plus envie de donner de nouvelles ». Pour ce qui est, moi, de mon avis, je pencherais plus, évidemment, comme je vous l'ai dit,
pour la piste criminelle. Je pencherais aussi pour les enquêteurs de plus fouiller dans tout ce qui est réseaux sociaux, informatique, les blogs, tout ça, peut-être à travers son adresse IP. Je pense que ça a été fait, mais il y a pas mal de choses à regarder. Peut-être qu'elle a été en contact sur un blog avec quelqu'un avec qui elle discutait, qu'elle lui a fait confiance et qu'elle lui a donné des informations personnelles et que cette personne, soit il s'était donné rendez-vous en bas le jour même, soit il est venu, il l'a agressé, il l'a enlevé, on ne sait pas. Mais ce serait possible, hein. Je dis ça en conditionnel encore une fois, mais c'est vrai que ce n'est pas inenvisageable. Évidemment, comme tout le monde, hein, je préférerais que ce soit la thèse de la fugue, parce que ça voudrait dire qu'elle est en vie. Mais du coup, il faudrait qu'elle donne des nouvelles à sa famille quand même. Après, il y a aussi la séquestration qui est encore possible, elle pourrait encore être en vie. Et c'est quand même une histoire compliquée, donc j'espère que cet appel à témoins, qui a quand même bien médiatiser cette affaire, va faire des choses. Je crois que le jour même, en tout cas au moment où ils expliquaient dans l'émission qui était en direct, il y avait déjà une centaine d'appels. Donc il y a sûrement plusieurs pistes qui vont être envisagées. Évidemment, s'il y a des mises à jour ces prochains jours, je vous ferai évidemment un update soit dans l'onglet communauté ou soit je referai une vidéo derrière très rapide pour expliquer s'il y a eu des évolutions vraiment significatives. En tout cas, on avait vu qu'avec le dernier appel à témoins qui avait été fait sur M6, quelques semaines après, on avait retrouvé les ossements de Lucas Tronche et l'émission portait sur sa disparition. J'en avais fait une vidéo, je vous la mets ici. Bon, je sais pas si c'était vraiment relié, je sais pas s'il y a des nouvelles recherches qui ont été effectuées après cet appel à témoins. Quoi qu'il en soit, ce type d'émissions, je les trouve très importantes pour médiatiser ces disparitions qui sont généralement pas très très connues. Même si moi j'avais déjà entendu parler de cette disparition, que j'avais déjà prévu de la faire depuis un moment. Donc voilà, je vous remercie, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans la barre de commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, à liker la vidéo, à la partager pour que, évidemment, je sois mieux référencée sur YouTube. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.